Donc moi je suis absolument gourou et sectaire de la rationalité, de la connaissance scientifique, et je ne vais absolument pas vous parler au point de vue des questions, notamment de l'accompagnement des victimes, parce que je ne travaille absolument pas sur ces questions-là. Moi j'ai une spécialisation depuis fort longtemps plutôt autour de l'épistémologie, autour des sciences. Après il s'avère que j'ai aussi une spécialité du côté de l'histoire des violences religieuses, donc j'ai participé à des programmes de déradicalisation. Donc je réponds à une question, on ne déradicalise pas une djihadiste. Pas plus qu'on ne déradicalise un militant d'action directe, c'est ce que... Voilà. Tout au plus, on peut discuter avec des personnes quand ils sont en train de décider, mais quand ils sont dedans, ils reçoivent, de par leur endoctrinement, un contre-équipement intellectuel destiné à vous contrer quand vous allez tenter de leur discuter. Donc soit ils sont eux-mêmes dans une situation de changement, et c'est là où on peut discuter avec eux, et il faut les accompagner, mais quand vous avez quelqu'un qui est droit dans ses bottes idéologiquement, il est absolument équipé pour contrer tout discours que vous lui direz. Donc c'est pour ça que je réponds un petit peu à une question qui a été soulevée tout à l'heure. On ne déradicalise pas quelqu'un si en fait il n'est pas lui-même dans un processus où de l'intérieur, il commence à faire son deuil d'attente, de croyances, etc. là-dessus. Donc c'est pour ça que le fonctionnement d'adhésion dans les mouvements idéologiques forts, comme les sectes, possède un contre-équipement intellectuel destiné à contrer tout ce qu'on peut leur dire. Techniquement, ça veut dire que ça ne sert à rien de discuter avec eux. Vous ne les atteindrez pas par la raison, ils sont dans un fonctionnement de toute façon qui n'en tient pas compte, et ils sont contre-équipés pour contre-argumenter tout ce que vous leur direz. Alors, moi je vais vous parler donc de la notion d'abord de pseudoscience. Plus précisément, alors ce que je vais vous présenter là, c'est une version un petit peu, pas tout à fait ce que je vais vous développer parce que ça prendrait trop de temps, mais je vais partir de ce que je vais vous montrer à l'écran, qui porte d'habitude sur ce qu'on appelle les pseudo-affirmations, enfin les affirmations pseudo-scientifiques et les pseudosciences. Et là, je vais le tirer vers la relation avec la question des mouvements sectaires et de la médecine. Alors, ce problème, c'est d'abord un problème d'affirmations pseudo-scientifiques qui sont absolument omniprésentes dans notre environnement quotidien. La plupart du temps, même vous ne le savez pas, et vous-même adhérez, je prends le pari, j'ai peu de chances de me tromper in fine, nous adhérons, moi le premier aussi, dans beaucoup de cas, à des affirmations pseudo-scientifiques, alors qu'évidemment, on ne s'en rend pas compte, puisque nous les prenons pour des affirmations scientifiques. Alors, je suis venu de Toulouse, je suis comme monsieur Sajus tout à l'heure, et je suis venu par la route, j'ai fait une halte voilà, sur l'autoroute, j'ai pris un café, voilà. Mon esprit vaquait un petit peu en attendant de reprendre la voiture, et je regarde un petit kiosque à journaux, là, comme il y en a, voilà, et je tombe, vous savez, sur ces petites collections à 3 €, il y en a plein, et alors là, je commence à regarder médecine ayurvédique, méditation de pleine conscience, etc., etc. Donc, je vous en ai apporté, voilà, 2, je ne les ai pas achetés parce que sur, il y avait à peu près une cinquantaine, la moitié était bingo sur des pseudosciences. Alors, on avait droit à l'homéopathie, on avait droit à l'acupuncture, on avait droit à la médecine ayurvédique, l'aromathérapie, et si vous allez sur, comment dire, n'importe quelle librairie, vous allez en trouver, en fait, nous sommes entourés d'affirmations pseudo-scientifiques et de pseudosciences, et cela aussi bien, en fait, dans les médias. Alors, on n'a pas entendu Internet, mais Internet a amplifié la chose, hein, les réseaux sociaux ont amplifié la chose. On en a du côté de la politique. Je vous invite à laisser traîner vos oreilles pour les futurs débats politiques que vous pourrez entendre. Vous verrez que c'est rare qu'il n'y ait pas des affirmations pseudo-scientifiques qui arrivent très vite. Il y a même des partis politiques de tous les bords qui ont des états de service en la matière. On connaît ce problème-là dans les idéologies politiques, on l'a dans le milieu de l'économie, hein, surtout dans le milieu de la formation professionnelle. Si vous saviez toutes les formations professionnelles vendues à un tarif de fou, qui sont de pure bullshit, de pure connerie, au point de vue des affirmations qui sont dedans. Cautionné par des DRH, alors on vous allez avoir droit au cerveau trisunitaire, au cerveau gauche, cerveau droit, vous l'avez entendu, tout ça, ça a été réfuté du côté de la psychologie scientifique, je sais pas quoi, ça doit faire 30, 40 ans, 50 ans, parfois c'est 2 ans après que la théorie a été émise, on s'est rendu compte que c'était pas ça, mais ça continue sa vie dans un domaine où, évidemment,
Alors, la PNL et autres joyeusetés que vous pourrez trouver dans des formations en coaching, c'est un terrain miné. À côté de ça, une plage du débarquement en 44, c'est une autoroute tellement il y a moins de 2000. Bon, voilà. Donc, dans le milieu du développement personnel, j'ose dire, c'est quasiment, pour en plus des publics qui sont en fragilité psychologique, en perte de repères dans leur vie, qui se raccrochent à peu près à n'importe quoi, c'est un terrain qui est absolument miné par les affirmations pseudo-scientifiques. Et donc c'est aussi classiquement un marché de racolage pour les mouvements sectaires et autres. Tout ce qui a trait au développement personnel, les tests de la personnalité, on pourrait s'intéresser à la scientologie avec la dianétique, ils surfent sur ces thématiques-là, voilà. Et dans le domaine de la santé, je crois que nous avons eu de longues démonstrations aujourd'hui, alors pas du côté forcément de tous les domaines, mais il y a énormément d'affirmations pseudo-scientifiques et de pseudo-sciences dans ces questions. Ce qui fait qu'on est en fait dans une situation, c'est ça un peu tout le paradoxe, il n'y a d'affirmations pseudo-scientifiques et de pseudo-sciences que parce que d'abord nous sommes dans une situation de science, une société où la science existe. Tant qu'il y a de la science qui n'existe pas, il ne peut pas y avoir de pseudo-science. Tant que la science n'existe pas, il ne peut pas y avoir d'affirmations pseudo-scientifiques. Ce qui fait que s'il y a autant de développement de pseudo-sciences et d'affirmations pseudo-scientifiques, c'est parce que dans nos sociétés, pour des raisons plurielles et diverses, la science, les applications pratiques de la science et la science en tant qu'institution occupent une place stratégique. C'est elle qui fournit, si je puis dire, nos fonctionnements technologiques. Il n'y a aucune technologie sans science, il n'y a aucune domination géopolitique, y compris militaire, sans science. Voilà. Donc, l'importance pratique de la science, l'importance épistémologique dans la capacité à fournir des connaissances, à dire, comment dire, le vrai et le faux, et son importance axiologique, c'est-à-dire en tant que valeur, paradoxalement, va expliquer pourquoi il va y avoir toute une série de personnes qui vont dire des choses se prétendant de la science pour bénéficier de la notoriété, de la légitimité, de la crédibilité de la science. C'est pour ça que si nous avions été dans l'Antiquité, on a à la limite les mêmes croyances qu'aujourd'hui, mais elles ne sont pas dissimulées derrière la notion de science. Elles ne veulent pas se présenter comme étant des affirmations scientifiques. On a les mêmes croyances, fondamentalement aujourd'hui, il y en a même plus aujourd'hui que dans le passé. C'est ça tout le paradoxe, parce que nous avons les croyances anciennes remontant parfois à très longtemps, portées par les cadres religieux, plus des croyances spécifiques à notre époque, comme par exemple la croyance dans les chemtrails, pour ceux qui connaissent, ou ce genre de choses, qui sont vraiment provoquées par notre modernité. Donc nous aujourd'hui, on a toujours les gens qui croient aux anges gardiens, et ceux qui croient en plus aux abductions sur les extraterrestres. Donc en réalité, ça fait partie d'une erreur, voire d'une croyance. Nous n'avons pas moins de croyances aujourd'hui parce qu'on a plus de science, on a plus de croyances aujourd'hui parce que les croyances anciennes sont pour l'essentiel là. Toutes les croyances portées par les religions se portent très bien. Je vous rappelle que depuis 1666, en France, l'astrologie a été virée de l'enseignement universitaire. C'est Colbert, lors de la création de la Société royale des sciences, qui a dit « c'est l'acte fondateur en France de la démarcation entre science et ce qu'on appelait à l'époque, le mot pseudo-science n'est pas encore utilisé, on parlait plutôt de superstition. C'était le mot de l'époque. Le terme pseudo-science apparaîtra plutôt au XVIIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe. Voilà. Parce qu'évidemment, pour pouvoir parler de pseudo-science et faire la démarcation avec la science véritable, il faut que la science existe de manière constituée. Et dans le cadre européen, c'est au XVIIe siècle que la science, notamment avec les cadres d'expérimentation, avec la recherche de preuves, et plus en lisant les vieux bouquins d'Aristote, qu'elle s'imposera une science expérimentale, donc une science qui se confrontera à des expériences besoin invalidantes. C'est à ce moment-là où elle se remet en cause. Ce qui fait que le terme pseudo-science apparaîtra plutôt dans les usages que les philosophes des Lumières feront le siècle d'après pour désigner un certain nombre de choses. Alors je vous passe le détail, mais voilà. C'est ça tout le paradoxe. Vous ne pouvez avoir de pseudo-science ou d'affirmation pseudo-scientifique que parce que la science est considérée comme, a priori, une chose de valeur. Sinon, il ne tenterait pas de se dissimuler en se faisant passer pour étant de la science. Puisque, tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle les arguments pseudo-scientifiques. C'est le deuxième point après la petite présentation. Voilà.
je vais vous expliquer aussi la différence entre argument pseudo-scientifique et le passage à une pseudo-science. Quand vous avez une affirmation pseudo-scientifique, c'est une affirmation quelconque qui se veut scientifique, qui se prétend scientifique, qui en a la couleur, qui met une blouse blanche, hein, c'est du Canada Dry scientifique, si vous voulez, mais qui ne l'est pas. Là, on ne parle pas encore de pseudo-science, on parle d'une affirmation. C'est pour ça que la caractéristique d'une affirmation pseudo-scientifique, ce n'est pas qu'elle soit fausse. Sinon, on dirait que c'est une idée fausse. Une affirmation pseudo-scientifique, c'est pas qu'elle est simplement fausse, c'est qu'elle veut se présenter en ayant la légitimité, en quelque sorte, l'autorité de la science. C'est pour ça que parfois, vous pouvez avoir la même croyance portée par des gens qui ont cette croyance ou qui la revendiquent comme telle et qui l'assument, et ensuite d'autres personnes qui, avec la même croyance, veulent la faire passer pour une science. Prenons un cas d'école, dans lequel j'ai mis la main à la pâte pour comprendre comment ça fonctionne, du côté de l'astrologie. Vous connaissez toujours Madame Elisabeth Tessier, de nom, d'accord ? Elle fait partie du paysage des tenants de la pseudo-science, comme les Bogdanov, voilà, et comme notre gloire marseillaise depuis le Covid, le professeur Raoult, qui est devenu une machine à, propager des affirmations pseudo-scientifiques. Je referme la parenthèse sur Raoult, je le dis toujours au passage, parce que c'est un cas d'école, et c'est pas le seul en réalité, on connaît des prix Nobel, qui en dehors de leur prix Nobel, sont en plein pétage de plomb, entre ceux de la mémoire de l'eau, ceux sur d'autres choses qui vont vous dire qu'il y a le gène de l'homosexualité, etc., etc. C'est pas parce que vous êtes scientifique dans un domaine qu'à côté de ce domaine-là, vous n'êtes pas en pleine pensée magique et délire. Voilà. Parce que vous connaissez peut-être Raoult sur le Covid, mais il y a des états de service sur, sur la question du réchauffement climatique, sur les sciences du vivant, de l'évolution, etc., etc. Donc c'est un serial en la matière. Ce qui fait qu'une affirmation pseudo-scientifique, c'est pas simplement une affirmation fausse. Comme je disais, l'astrologie, moi j'ai connu des astrologues, ils parlaient de leur histoire d'astrologie, de leur influence de Mars en trigone avec Jupiter, si vous êtes en bélier. Alors après, s'ils veulent faire sérieux, ils vont me demander « Oui, mais vous êtes de quel décan ?» Ça change tout, évidemment. Voilà. Mais je sais. Voilà. Bon. Donc, et eux, ils ne faisaient pas l'appel à la science. Mais Elisabeth Tessier, elle a même pondu un livre qui disait « L'astrologie, la science du 3e millénaire ». Alors moi, je répondais dans les conférences que je faisais sur ça dessus, dans les cours, oui, c'est la science du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Si on veut. Et notamment dans ses publications sur son site internet, elle faisait référence pour cette légitimisation scientifique de l'astrologie, elle faisait référence comme quoi il y a des universités américaines qui commençaient à enseigner l'astrologie, c'était en parallèle avec la thèse qu'elle avait soutenue, qui est une thèse de sociologie, pas une thèse sur le bien fondé de l'astrologie. Oui, permettez-moi de rappeler que vous pouvez faire une thèse quelconque en sciences, enfin dans n'importe quel cadre universitaire, on ne vous demandera jamais si les affirmations de l'auteur que vous étudiez sont vraies ou fausses. En philosophie, on peut vous demander de faire une thèse sur Descartes, sur la physique de Descartes, on ne vous demandera jamais si elle est vraie ou fausse. Bien sûr qu'elle est complètement fausse. Ce qu'on vous demande, c'est de maîtriser le système d'idées. Je suis, un parfait représentant en tant que tel. Donc, on peut très bien faire tout un parcours, notamment du côté des sciences humaines, une certaine dimension comme ça, on ne vous demandera jamais d'évaluer le bien fondé des thèses de l'auteur. Donc c'est pour ça qu'Elisabeth Tessier, à l'époque, jouait sur ce diplôme universitaire. À l'époque, moi j'étais en relation avec Jean-Paul Flores, on était vent debout contre ça. Voilà. Et en fait, quand on allait examiner ce qu'elle disait du nom de cette université américaine, 20 secondes sur Internet, ok, on trouvait. C'était pas une université, c'était une école privée d'astrologie qui faisait des cours d'astrologie, donc les gens qui aimaient l'astrologie faisaient des cours d'astrologie, et qui, pour se légitimiser eux-mêmes dans la pratique de l'astrologie, renvoyaient au bouquin d'Elisabeth Tessier. Fabuleux. Ça s'appelle une boucle bibliographique. Je te cite, tu me cites, on se tient par la barbichette, et on paraît crédible, d'autant plus comme étant des sciences, parce qu'évidemment, qui sait, à part un emmerdeur de rationaliste, qui allait vérifier cette fameuse université, parce que connaissant quand même un petit peu les universités américaines, je sais qu'il y a des choses qui se discutent, mais à ma connaissance,
l'astrologie n'était pas réintroduite dans les corpus d'études. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on parle d'affirmation pseudo-scientifique, c'est vraiment ce fait de vouloir dire on est de la science, c'est scientifique. Et donc là vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Vous avez vu combien, à chaque fois qu'on veut vous vendre du dentifrice, il faut qu'il y ait un mec avec un microscope et une blouse blanche dans le labo qui vous vante le dentifrice. L'effet blouse blanche, il est utilisé communément dans la... Franchement, on n'a pas besoin d'avoir une blouse blanche ou un microscope, voire des appareils plus compliqués, pour évaluer le bien fondé de l'efficacité d'un dentifrice. Mais ça participe d'un imaginaire scientifique. Hein. Je reviens sur Raoult, le même qui dit la chose avec un bleu de travail ou avec une blouse blanche scientifique, il fera plus crédible. C'est ça. Et donc, un discours pseudo-scientifique ou une pseudo-science, ça va être tout un champ sémantique qu'on peut clairement identifier avec des jargons, des appels à des chiffres, c'est-à-dire avec des... Alors quand je dis des chiffres, je ne dis pas qu'ils sont signifiants en réalité, mais ils vont en bombarder dans leur présentation. Des titres à connotation scientifique, des instituts internationaux de sciences parapsychologiques. Bref, 3 mecs qui aiment faire tourner les tables et qui se déclarent un institut scientifique. Ça coûte pas cher. Ou les instituts interdisciplinaires, par exemple, scientifiques. Alors ça, c'est une institution créationniste qui est à Paris. Ils sont aussi scientifiques, si je puis dire, qu'Élisabeth Tessier. Mais, à l'époque, ils ont eu leurs entrées dans certaines institutions, donc ils pouvaient se présenter comme une institution scientifique en n'ayant aucune des, on va dire, des principes méthodologiques, déontologiques ou finalités. Donc, généralement, c'est une terminologie, des références à des institutions scientifiques. C'est fou le nombre de grands professeurs qui servent de caution, surtout venant d'universités chinoises. Donc vous examinez certains types de publicités où ils vendent ça, vous verrez que c'est toujours des scientifiques. Ils ne citent jamais les études, ils citent le nom de Tartampion, de telle université. Alors plus l'université est exotique et lointaine, tant moins on peut contrôler, ça marche d'autant mieux. J'en connais rarement qui, en France, vont faire une affirmation de ce type-là en disant « c'est un professeur de l'université Paul Sabatier, monsieur Sajus revenait, à Toulouse, qui dit ça ». Parce que ça, c'est facilement vérifiable. Tandis que quand vous avez une référence à un scientifique absolument inconnu au fin fond de la Chine, de l'université que personne ne connaît, voilà. Ça va marcher grâce à ce qu'on appelle un décorum scientifique et surtout grâce à des références à des personnalités scientifiques. Ça, c'est un indicateur sémantique. Ils ne font pas référence aux travaux, ils font référence à la personnalité. Ils ne font pas référence aux travaux d'Einstein, mais à une citation d'Einstein, qui techniquement en science ne vaut rien. D'ailleurs, dès que vous trouverez une citation d'Einstein sur Internet, je me tromperai une fois sur 100, 99% des fois, c'est faux. C'est pas d'Einstein. Mais Einstein a une bonne tête de scientifique, si je puis dire, il tire la langue. Vous connaissez tous la photo. Mais c'est pas du tout Einstein, ça. Puisque le photographe lui avait demandé « Faites quelque chose que vous ne faites jamais ». Einstein, c'est quelqu'un de plan-plan, il est aussi régulier et prévisible dans sa vie que Kant. L'imagination, rien du tout dans sa vie, son existence, c'est le petit père tranquille de la science cogitant dans son coin. Donc absolument pas une personnalité ou ce côté-là. Ça, c'est des biais médiatiques qui nourrissent nos imaginaires quant à de grands scientifiques. Donc ne confondez pas le dogme dans Retour vers le futur et le vrai Einstein. Voilà. Mais entre les deux, la plupart des temps, les gens choisiront le dogme, hein, évidemment. Ce qui fait que quand vous avez affaire à une affirmation pseudo-scientifique, vous avez en fait une double imposture. Primo, des affirmations qui ne viennent pas de la science alors que c'est revendiqué comme venant de la science, et dans 99% des cas, je laisse un cas, il y a toujours des cas un peu particuliers, où les affirmations sont complètement fausses. Et en fait, d'autant plus vous criez haut et fort, mais c'est de la science, mais sans en apporter les méthodologies, les éléments de preuve ou quoi que ce soit, d'autant plus vous avez de chance, c'est une sorte de ratio, hein, d'autant plus vous avez de chance que la chose soit faux. Parce que si c'est objectivement vrai, vous n'avez pas besoin de tartiner 36 000 références scientifiques. Par exemple, un livre qui vous dirait « Les 1001 preuves de l'existence de Dieu ». En science, il y en a 1000 de trop. Une seule suffit. Si tu en as 1001, ça s'appelle un effet millefeuille. En fait, ça veut dire que principalement, elles sont aucune suffisamment robustes, parce que si une seule était vraiment prouvante,
tu t'emmerderais pas à en faire 1000 de plus là-dessus. Donc, pour l'essentiel, imposture de la revendication scientifique et imposture dans le contenu. Ce qui fait qu'on vous vendra des crèmes de beauté à effet quantique. C'est comme ça, on peut revisiter les slides que nous avons vus tout à l'heure, que vous aurez des appareils de biofeedback quantique. Alors ça, c'est génial. Donc clairement, le public visé, c'est des gens qui ne connaissent rien à la physique quantique et qui se feront avoir en vertu de leur ignorance. Il faut arrêter de croire que, finalement, on fait toujours appel à l'intelligence des gens. Non, dans l'immense majorité, ces mouvements-là, ces types de discours, font appel à l'ignorance, à la subjectivité, pour ne pas dire à la connerie, des lecteurs. Je vais oser le dire, il faut arrêter de croire que nous sommes un homo rationaliste, nous sommes d'abord un homo irrationaliste, subjectif, etc., etc., et nous ne sommes rationalistes que de manière épisodique et souvent de manière utilitaire pour défendre nos intérêts, pas pour justifier nos convictions la plupart du temps. Ce qui fait que nos affirmations pseudo-scientifiques, elles vont la plupart du temps relever de registres de croyances, c'est-à-dire des affirmations sans preuve en dépit, dans certains cas, des preuves inverses. Alors, au mieux, il n'y a pas de preuves, mais dans beaucoup de cas, les faits sont, on a des preuves en sens inverse, mais ils n'en tiendront pas compte. C'est ça la caractéristique d'une croyance. Il y a un autisme à la rationalité, et donc ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est comment les gens vont gérer une affirmation auquel ils adhèrent, et quand il y a des faits qui leur donnent tort. Par exemple, nos amis témoins de Jéhovah vont annoncer la fin du monde. Revenez, monsieur, je ne sais pas si vous êtes dans la salle, je ne sais plus. Il est parti déjà? Le monsieur qui a fait le témoignage sur les témoins de Jéhovah. Je ne sais plus combien de fois ils ont annoncé la fin du monde. Question. Bon, donc ça veut dire qu'ils se sont trompés. Mais comment ils vont gérer? Bon, ils ont dit ça, ça ne s'est pas passé. Alors, exemple de gestion d'une dissonance cognitive. On s'est trompé dans les calculs. Ok, on s'est trompé, mais pas dans l'idée de départ de l'apocalypse, mais juste dans le calcul. Ou bien, exemple, oui, mais c'est grâce à nos prières qu'elle n'a pas eu lieu. Donc ça devient presque une preuve qu'on a raison, puisque c'est grâce à nous qu'elle n'a pas eu lieu. C'est des exemples de ce qu'on appelle des gestions de dissonance cognitive. Où, à chaque fois, le très symptomatique, c'est qu'on ne se remet pas en cause dans sa conviction première. On cherche ce qu'on appelle une idée ad hoc, un épicycle, pour justifier et la chose et sa propre conviction. Si vous connaissez les platistes, c'est le concours l'épine de la gestion de la dissonance cognitive, puisqu'ils sont toujours dans l'affirmation de la platitude de la Terre, et que, évidemment, toutes les expériences qu'ils font leur donnent tort, mais ils continuent quand même, et vous trouvez toujours une explication de la chose. Voilà. Donc les platistes, c'est les gens qui pensent que la Terre est plate. Et donc certains, on voit qu'ils sont un peu de bonne foi, le résultat de l'expérience leur donne tort, ils comprennent qu'il y a un truc qui ne va pas, et puis après, en fait, ils ne remettent pas en cause l'idée première de la platitude de la Terre, mais ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on a mal fait dans l'expérience? Or, ça c'est le cas typique de l'inverse de la méthode scientifique. Dans la méthode scientifique, une fois qu'on a fait l'expérience, qu'on a un résultat négatif, une affirmation négative, qu'on vérifie qu'il n'y a pas des erreurs, qu'on reproduit pour être certain que l'erreur, c'est le principe de reproductibilité en science, c'est pas une erreur là-dessus, ben on fait son deuil de l'hypothèse de départ. Eux ne font jamais le deuil de l'hypothèse de départ, ils cherchent toujours une justification de leur conviction avec la réalité, avec un principe de réalité qui leur donne tort. Et ensuite, si ce n'est pas des croyances, c'est des registres dits d'irrationalité, c'est-à-dire des principes, c'est là où on trouvera la pensée magique, qui vont relever de grands registres d'imaginaire sur le monde, sur la vie, sur l'existence, que l'on projette, qui sont en fait aussi des croyances, qui ont une dimension, plus spécifique. C'est pour ça que l'essentiel des affirmations pseudo-scientifiques vont taper, à de très très rares exceptions près, du côté des croyances et des registres d'irrationalité. Ce qui fait que quand vous avez l'un, vous avez l'autre là-dessus. C'est pour ça qu'on peut faire une petite liste qui est non exhaustive, celle que je vais vous présenter, des caractéristiques qui différencient pseudo-science et science. Alors, on va peut-être, voilà. Par exemple, l'absence de méthode expérimentale hypothético-déductive. Mais en tenant compte, évidemment, si l'expérience est négative, on ne va pas retenter 1000 fois l'expérience. Alors qu'un trait des pseudosciences, c'est qu'ils sont toujours en train de démontrer ce qu'ils n'ont pas réussi à démontrer au XIXe siècle. Par exemple, du côté des tenants de la parapsychologie scientifique, qui est en fait une pseudoscience, ce n'est pas une science,
la science aboutit à l'inexistence de tous les phénomènes paranormaux. De ce côté-là, il tente toujours de démontrer l'existence des phénomènes parapsychologiques, alors qu'on a une invalidation systématique de toutes les choses là-dessus. Donc, c'est une absence, comme on dit, de méthode expérimentale hypothético-déductive. L'inverse en science, c'est qu'il va falloir avoir des protocoles beaucoup plus rigoureux. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est toujours plus compliqué, mais en tout cas, c'est une distinction. De même, la non-validation par la communauté scientifique. En fait, systématiquement, une pseudo-science, ou une affirmation pseudo-scientifique, évite de se confronter à ce qu'on appelle l'examen critique de la communauté scientifique. Donc, par exemple, ils vont s'adresser directement aux gens avant d'abord de publier leurs résultats à une communauté scientifique pour que des gars qui ont le même niveau, a priori, de connaissances qu'eux, puissent évaluer leur affirmation. C'est sûr qu'en s'adressant à des ignorants dans un domaine, ils seront plus aptes à mesurer la validité de leurs travaux que des gens dont c'est le métier depuis 20 ans qui travaillent dessus constamment. Permettez-moi d'être ironique là-dessus. Voilà. Alors qu'au contraire, en science, ce n'est jamais la personne qui compte, c'est ce qu'on appelle un fonctionnement de communauté scientifique, c'est-à-dire la collectivité scientifique, ce qui fait que peu importe si c'est Einstein qui l'a dit, peu importe si c'est un prix Nobel qui l'a dit, la question c'est est-ce que cette affirmation, passée au crible de contre-enquête, de reproduction si c'est expérimental, etc., est-ce qu'on arrive à, dans le cas de la communauté scientifique, une convergence sur les mêmes résultats? Il y a des tas d'expériences dans la physique la plus dure où on a des aberrations de résultats. Parce que vous tombez pile poil dans la courbe des résultats statistiques, on sait qu'il y a des variations de ce type-là. Donc si vous restez collé à ce résultat-là, vous pouvez crier au miracle, mais on sait que ça ne vaut rien. Sauf que dans certains cas, vous avez des journaux qui l'ont repris plus vite que la vitesse de la lumière. Pour ceux qui connaissent la référence, rappelez-vous, il y a quelques années, quand des physiciens en Italie ont fait une expérience, et ils arrivent en résultat, il y a des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Des tachyons. Les gars qui ont fait l'expérience, ils ont dit « Notre expérience, elle est fausse, mais on ne sait pas où est l'erreur. » On ne le saura que plusieurs mois, donc ils appellent à la communauté scientifique pour qu'ils vérifient leurs résultats, qu'ils refassent le manip. Moralité, un mauvais réglage d'un appareil. Par contre, du côté des affirmations des Bogdanov et de tout l'univers de la pseudo-science pseudo-quantique, pseudo-cosmologiste, les tachyons, ils existent toujours. Et vous avez des revues spécialisées dans la connerie pseudo-scientifique, dans Science et Vie. C'était l'équivalent, si vous voulez, de Psychologie Magazine ou d'Astrologie Magazine. Hein. Ce qu'ils disaient dedans, c'était, comment dire, du spectaculaire avec la science. Donc, l'affirmation en science doit toujours être contredisable par un résultat d'une expérience. S'il n'y a pas de contre-indication possible de l'expérience, c'est ce qu'on appelle une affirmation irréfutable. Une affirmation irréfutable, alors pour ceux qui connaissent, c'est le principe de falsificité de Popper, ça ne peut pas rentrer dans un cadre scientifique. Voilà. C'est une attaque de tachyon. Voilà. Autre exemple, l'absence d'autocorrection et de remise en cause. Dans les pseudosciences, ils sont toujours en train de tenter de prouver, ce que je vais vous expliquer, les idées de départ. Tous les scientifiques qui défendent, entre guillemets scientifiques, la théorie de la mémoire de l'eau, ils sont toujours en train, depuis le départ, de tenter de démontrer l'existence de la chose. Vous faites le compte maintenant, ça fait plus de 30 ans, ils n'ont pas progressé. Bon, évidemment, au départ, c'est une erreur de manip dans l'expérience, une erreur dans la lecture du résultat, mais comme ça corroboré d'autres notions idéologiques, ça a pris sa vie comme ça. Voilà. Alors qu'en science, le jeu habituel des sciences, c'est que vous avez 50 théories qui vont être émises dans les chercheurs, dans la théorie concernée par les équipes de recherche, et c'est un jeu de massacre. Parce que les autres ne vont pas vous faire cadeau, ils vont tout examiner, et dans le temps, on peut espérer qu'il y en a une qui soit la bonne, un peu plus robuste. Donc ce travail d'autocorrection, de remise en cause, il est permanent en science. Une science, si elle dit la même chose aujourd'hui dans ses fondamentaux, par exemple sur la dynamisation de l'eau, et qu'elle n'a pas mis en évidence qu'il y avait des phénomènes plus complexes, plus compliqués que ce qu'elle imaginait au départ, vous pouvez vous dire que ce n'est pas de la science. L'utilisation du jargon, je l'ai dit, ah oui. Vous remarquerez le fait suivant. Quand les scientifiques s'adressent au grand public, ils essayent de délaisser leur jargon professionnel pour être compréhensible par le plus grand nombre.
venez au Quai des Savoirs à Toulouse ou ce genre de choses, quand vous avez des scientifiques qui parlent, ils mettent des équations de côté et essaient de vous expliquer en s'adaptant, en quelque sorte, à des gens qui ne sont pas des spécialistes de la chose. Dans les arguments pseudo-scientifiques ou les pseudo-sciences, c'est l'inverse, on vous bombarde d'un jargon absolument, comment dire, incompréhensible. En fait, clairement, plus c'est compliqué, plus c'est abscon, moins vous avez compris, plus ça fait sérieux. Tout rapport avec Lacan ou Heidegger serait involontaire de ma part. Voilà. De même, affirmation panacée. Une affirmation panacée, c'est que le truc qu'on a trouvé, ça marche pour tout, dans tous les cas. C'est-à-dire sans limite d'application. Or, une base élémentaire en sciences, c'est qu'il n'y a aucune théorie, aucun système explicatif qui ne soit valable dans toutes les circonstances de manière universelle. Il y a toujours des limites d'application. La relativité générale, ça commence à certaines vitesses, à certaines énergies. En deçà, on n'a pas besoin de faire appel à la physique quantique ou à la relativité générale. C'est-à-dire que dans les sciences, il y a toujours un contexte donné qui est mis en évidence. Voilà. On a fait par exemple des expériences sur les NDE, des expériences aux portes de la mort. J'ai pas mal lutté avec Charbonnier, si vous connaissez. Voilà. Et oui, mais attends, moi j'ai Lignon, moi j'ai fait j'ai fait avec Lignon, sur des émissions de radio à batailler pour, comment dire, lui demander, mais quel est le degré de fiabilité sur les poussins télépathes. Je pense que les poussins télépathes chez Lignon, là-dessus. Une bonne dame qui est médium défend sa médiumnité, je lui demande, mais à Sud Radio, Sud Radio c'est trop pseudo-science, il avance, voilà, je lui demande, mais quels sont vos arguments pour dire, alors même que là elle se trompe, que dans les autres cas, ça a vraiment marché. Ça c'est un cas classique du côté des prétendus parapsychologues scientifiques. Vous leur mettez le nez sur le truc, là, le résultat ne marche pas, mais ils vont vous dire, oui, là, ça n'a pas marché, mais les autres fois, ça marchait, elle avait vraiment ce pouvoir. Et comment tu fais pour être certain qu'elle avait vraiment ce pouvoir et que c'est pas toi qui... bon, on ne rentre pas dans le détail, mais ça va bien ça. Donc, la panacée, ça veut dire que vos affirmations, elles sont posées de manière transversale, générale. Par exemple, pour la question de la mémoire de l'eau, moi, j'ai posé une fois... Ça sert d'être actionnaire de chez Boiron pour poser une question à l'Assemblée Générale. Donc ça n'est pas cher l'action de Boiron, parce que ça dépend une année, mais voilà. J'ai posé la question, comment vous pourrez garantir, quand vous faites vos dynamisations, que l'effet de mémoire de l'eau, je ne contesterai pas dans l'affirmation, est bien celui du cœur de canard, sinon je passe le cœur de canard, comme ça, et pas dû à l'effet du verre du récipient que vous utilisez. Si l'eau a une telle mémoire, ou à 200 dilutions, elle a encore un effet, attends, il suffit qu'il y ait, je ne sais pas, quelqu'un qui a craché dans la rivière, ou je ne sais pas, la nappe phréatique, elle est en contact avec tout et n'importe quoi, comment tu peux garantir que là, il n'y a pas un effet mémoire qui provient, ne serait-ce que des récipients que tu utilises pour faire ta dynamisation? Alors là, ils n'ont pas répondu. Bon, très vite, ils ont passé le micro à notre actionnaire. Vous avez vite compris que j'étais en bien. Et c'est l'exemple typique d'affirmation, évidemment, non réfutée. Le grand classique, c'est la charge de la preuve. En fait, c'est pas à moi de dire si l'homéopathie, ça marche ou ne marche pas. Ce serait à eux d'apporter les preuves que ça marche. Quand Euclide, en sciences, dans l'histoire des mathématiques, publie ces éléments, quand il pose ses théorèmes, il ne demande pas aux autres de démontrer que son théorème n'est pas faux. Il dit, ben voilà la méthodologie, le cheminement intellectuel que j'ai adopté, pour ça, ben vous vérifiez si je ne suis pas trompé ou pas, mais voilà pour moi les preuves de cela. En science, c'est à celui qui le dit d'apporter les preuves. Et pour reprendre une formule qui est passée à la postérité, je ne vais pas vous dire en anglais, mais d'autant plus l'affirmation est extraordinaire, d'autant plus il faut que les preuves soient extraordinaires. Généralement aussi du côté des pseudosciences, ça marche très bien, le recours à la critique de la science officielle qui va jusqu'au conspirationnisme. Donc c'est sûr qu'en se plaçant comme victime de la communauté scientifique, en étant victime de l'omerta de la science officielle, c'est toujours plus facile de se placer en position victime. Là, vous avez en général, on pourra en rajouter d'autres, mais voilà, toute une série d'indicateurs où là, vous devez avoir warning, warning, warning.
Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce type d'affirmations sont si séduisants. Parce que d'abord, primo, dans l'essentiel de nos rapports avec ce qui vient de la science, on lui fait confiance. La prochaine fois que vous montez dans un avion, vous avez intérêt à faire confiance à Airbus, aux pilotes et tous les dispositifs qui font voler l'avion, sinon vous ne montez pas à bord. D'accord? Donc, chaque fois que vous utilisez un appareil technique venant de la science, de facto, vous faites confiance à la science. Et donc, comme ça paraît être de la science, et que nous faisons cette confiance culturellement établie dans la science, cela doit donc être vrai. Parce que moi, je ne suis pas en du métier, je fais confiance. Comme quand vous achetez votre pain à votre boulanger, vous faites confiance à votre boulanger. Qui dit que votre boulanger, il n'a pas mis, par exemple, allez, une substance psychotrope hallucinogène, psilocybine et autres, ou ergot de seigle, dans votre pain, pour vous faire voir des choses extraordinaires. Vous faites confiance de facto à votre boulanger, jusqu'à preuve du contraire. Mais a priori, vous lui faites confiance. Et dans la science, au regard de souvent ce qu'elle a fait, on va être dans ce qui relève d'un détournement de la confiance commune dans la science. Ça, c'est le premier principe. Donc là, ce n'est pas les gens qui sont en faute, ils sont portés par un rapport usuel dans notre société. Ensuite, il y a un autre problème, c'est le manque de compréhension de ce qu'est la science. Et ce n'est pas forcément les enseignements qu'on a en sciences, où il n'y a pas d'enseignement d'épistémologie, il n'y a pas d'enseignement de l'histoire des sciences qui va aider. Donc souvent, les gens ne comprenant pas qu'est-ce qui fait science, on va ériger en autoritarisme de principe ce que disent les scientifiques, la science en parlant. Ce qui fait qu'on est souvent dans un cas, d'autant moins on comprend la science, d'autant plus on fait de la science ce qui, à d'autres époques, était appelé le magistère dixit, au temps de la scolastique, en philosophie. Aujourd'hui, c'est le scientia dixit, c'est-à-dire c'est la science qui le dit. Voilà. Et dans un parterre d'ignorants qui ne connaît rien de la physique quantique, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si vous dites onde, vibration, énergie, c'est comme si je disais abracadabra, c'est de la pensée magique pour les gens. Je referme la petite parenthèse. Ça, c'est peut-être plus problématique. Parce que là, ça nous interpelle dans notre fonctionnement plus profond. Parce qu'après, on ne peut pas être expert en tout. C'est normal. Mais nous sommes psychologiquement avec une sorte de pente. Disons, c'est plus facile, parce que ça nous demande moins d'efforts, d'être attirés par ce qu'on appelle les présentations simplistes. C'est-à-dire qui font appel au bon sens, qui font appel à un réalisme naïf quant aux phénomènes qui nous entourent. Parce que là, vous pouvez vous appuyer, mais ça marche pour moi. Par exemple, je me suis déplacé une vertèbre, je ne suis pas allé chez le chiropracteur, l'ostéopathe, qui sont des pseudosciences, on ne va pas refaire le match. Mais par exemple, je suis allé à la piscine. Et je suis revenu de la piscine, pas celle de Lourdes, mais à Toulouse, j'ai plus eu mal. Donc, c'est la piscine qui m'a guéri. Et là, vous commencez à rentrer dans ce qui est au cœur de la pensée magique, c'est-à-dire qu'on va confondre des événements concomitants, où on va chercher une corrélation en attribuant comme causalité quelque chose à un pouvoir prétendu. Donc ça, ce réalisme naïf, il nous induit en erreur au quotidien, c'est normal, malheureusement comme ça, et ce qui fait qu'en réalité, le monde est souvent beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, contre-intuitif que ce qu'on pense, mais comme on est souvent très égocentré, si ça marche pour moi, c'est vrai. Qui parmi vous, à chaque fois qu'il y a un truc qui marche pour vous, vous dites oui, mais est-ce que je ne serais pas en train de m'auto-illusionner? Est-ce que je ne serais pas pris dans mon propre effet placebo ou nocebo? Voilà, on ne se pose pas ces questions-là. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est vrai parce que vous le pensez, c'est bien connu. Depuis quand vous remettez en cause vos propres idées qui vous viennent à l'esprit dans votre idéation? C'est possible, et dans beaucoup de cas, on devrait le faire. Mais qui le fait? Il faut forcer. C'est contre-intuitif, il faut se botter le cul. Alors imaginez quand l'idée qui nous vient à l'esprit va dans le sens de nos convictions, de nos croyances, de nos attentes, de nos espérances, de nos visions politiques, de nos peurs, de nos fantasmes. On n'a pas besoin qu'on nous induise de faux souvenirs, on peut induire des faux souvenirs dans notre propre esprit par nous-mêmes. Par exemple, tout à l'heure sur la question des faux souvenirs, les premiers cas qui ont vraiment été étudiés sur des faux souvenirs ont été étudiés en 1960, de mémoire, un petit doute sur l'année, si ce n'est pas 62, c'est 61, dans le cas de ce qu'on appelle les abductions extraterrestres. Les gens qui disaient qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, parce que quand vous examinez l'histoire de Betty et donc les époux Hill, j'ai oublié le nom de monsieur,
un couple, bah, vous découvrez que c'est sous hypnose qu'ils se sont rappelés, mais c'est bien sûr, c'est les extraterrestres. 62, on sort juste après Adamski sur la question des ovnis, des premières soucoupes volantes posées comme telles, 1949. C'est sous hypnose. Ils ne se sont pas réveillés dans leur lit avec les petits gris là, qui le regardaient droit dans les yeux. Non, c'est sous hypnose. Et par un psychothérapeute qui avait l'idée, parce que ça vient d'une vieille croyance qu'on se trimballe depuis la psychanalyse, qui est une pseudoscience, hein, la psychanalyse, appelons aussi un chat un chat. Si tu t'en souviens pas, c'est donc qu'il y a eu quelque chose. C'est donc la preuve, si tu t'en souviens pas, ça s'appelle le déni et le refoulement, vous avez comme ça toute une théorisation, c'est pas pour rien que autant de psychothérapeutes ont facilité ces faux souvenirs, parce qu'ils sont portés par une culture professionnelle où cette croyance dans des choses remontant à la petite enfance, etc., passer ensuite, or ces mécanismes d'oubli de la théorie freudienne n'ont jamais pu être établis objectivement, scientifiquement. C'est une pure affirmation freudienne de la psychanalyse. Ça participe de ce que les gens critiques de la psychanalyse dénoncent depuis des années, hein, des années. C'est déjà dans les années, pratiquement dans les années 70, voilà, c'était dit comme tel. Donc c'est pas pour rien s'il y a cette croyance et cette conviction que par l'hypnose, on va accéder à des souvenirs passés. En fait, ce que produit l'hypnose comme technique psychologiquement, c'est qu'elle floute les frontières entre ce qui est imaginé et les expériences réellement vécues par la personne. En d'autres termes, sous hypnose, vous ne pouvez plus faire la différence entre une production imaginaire et les expériences que vous avez réellement vécues. Donc sous hypnose, vous pouvez effectivement, alors ça va être induit par la personne qui l'accompagne, ou c'est la personne elle-même qui peut l'imaginer. On recrée d'ailleurs des faux souvenirs de notre enfance, à peu près, vous pouvez prendre le pari que 50% des souvenirs de votre petite enfance sont de faux souvenirs. Mais pas induits par vous. Mais vous avez entendu dans votre famille des gens qui disaient cela, vous avez vu des photos, et il y a des choses que vous allez penser comme étant de souvenirs personnels, alors qu'en fait c'est un souvenir, c'est un effet de la mémoire qu'on comprend aujourd'hui. Notre mémoire, elle est complètement mutée, et notre cerveau passe son temps à recomposer des scénarios ou des relations. Moi par exemple, je m'en suis rendu compte, j'avais ce souvenir de ma maison dans laquelle j'avais vécu quand j'étais tout petit, à Toulouse, tout ça, Mordicus, etc., etc. Et puis un jour, je me plante devant la maison, je disais, la maison, j'étais petit, je m'en souviens. Et alors ils me regardent tous, non mais attends, t'as vu le numéro? Nous on habitait 10 numéros plus loin. Donc j'ai vécu pendant des années avec ces images de cette maison. Alors ça, je ne sais pas pourquoi je m'étais fixé dessus, mais là, c'est pas un hypnothérapeute qui m'a mis ça à l'esprit, c'est moi-même. Alors voilà. Est-ce que je me suis pris à mon propre jeu en disant une fois à quelqu'un, tiens, c'est la maison de mon enfant, parce que peut-être elle y ressemblait un petit peu, une maison toulousaine dans le quartier des Minimes, ça ressemble beaucoup à une autre maison dans le quartier des Minimes à Toulouse, voilà. Donc vous pouvez vous créer de faux souvenirs. Alors imaginez qu'en plus des convictions idéologiques, des croyances fortes, convictionnelles, interagissent avec ça. Ce qui fait que parfois vous n'avez même pas besoin qu'un gourou vous mette des idées dans la tête là-dessus, vous pouvez vous induire les choses. Vous pouvez créer par exemple des hallucinations kinesthésiques. Une hallucination kinesthésique, c'est que si vous visualisez fortement que ceux qui ont vu Dune avec le gomme jobard lèvent la main. Voilà. Vous allez visualiser par exemple, mais il faut rentrer, ça ne marchera pas comme ça. Vous visualisez votre main et vous imaginez qu'on vous applique une chaleur, une cigarette. Si vous rentrez dans le bon état mental par rapport à ça, très vite, vous allez ressentir la douleur. C'est ce que vous nous avez expliqué. La douleur ne provient pas de la main. Elle est générée comme interprétation sensorielle par notre cerveau comme signal d'alarme. Donc en réalité, c'est pas, contrairement à ce que vous dites, tu sais, j'ai mal au genou, il y a la mémoire de mes cellules, là, pas du tout. La douleur, elle est toujours dans le cerveau. Et à condition que votre cerveau ne se trompe pas dans le schéma mental en attribuant la douleur au bon endroit, parce qu'il peut se tromper. Parce qu'en fait, nous n'avons pas accès à la sensorialité linéaire de notre corps, tout est une recomposition du cerveau sensoriellement. La minute, on va délirer. Tout ce que vous voyez là n'est pas la réalité autour de vous, c'est ce que votre cerveau recompose comme image à partir de choses que vous voyez, mais aussi de choses qu'il pense ou qu'il a déjà vues. Parce que quand vous me regardez là, vous ne voyez pas deux points noirs qui sont là devant vous. Tout le monde.
vous avez 2 points noirs. Ça s'appelle, pour ceux qui ont la mémoire de l'œil en dessous de leur mémoire, grosso modo, là vous avez tout le monde, quand vous regardez, il y a c'est à peu près la taille d'une pièce de 2 euros, voilà. Il n'y a aucune information visuelle. C'est tache noire. C'est au fond de l'œil, c'est là où sont connectés les nerfs du nerf optique. Il n'y a pas de cellules sensibles à la lumière. Donc normalement, votre œil, ce qu'il voit, déjà, l'image elle est à l'envers, c'est une caméra obscura, donc les images dans votre œil sont à l'envers. Voilà. Quand vous regardez, vous voyez les choses à l'envers. Alors qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, d'ailleurs, vous avez 2 images, œil gauche, œil droit. Elles sont où les 2 images? Ah, là je la vois. Hein, ah, là je la vois. Ah, là je ne les vois plus. Là j'ai qu'une seule image. Et en fait, c'est votre cerveau qui synthétise toutes ces informations. Alors comment il fait pour les taches noires? Eh bien en fait, notre cerveau calcule beaucoup de choses plus vite que je ne pense, moi en tant que sujet, et il déduit par des micro-mouvements qu'on fait, par les balayages qu'on a déjà fait, il déduit ce qui doit se trouver à côté, et il nous recompose cette image, mais ce n'est pas ce que vos yeux voient, c'est ce que votre cerveau produit. Ce qui fait que sur un cas d'hallucination forte, c'est indiscernable pour le sujet de la réalité. Et quand on fait passer des analyses au point de vue du cerveau dans ces cas-là, oui, les zones visuelles sont bien activées. Mais c'est induit par exemple par l'imagination ou par des substances ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'on peut très bien s'auto-influencer dans les ressentis corporels autour de nous dans tous les domaines par le cadre de nos croyances et de nos convictions. Alors imaginez qu'en plus vous êtes dans des états psychologiques un peu borderline, ça va plus. Ce qui fait qu'une affirmation pseudo-scientifique, si elle va dans le sens de vos convictions, qu'elle vous apporte des certitudes, pas des doutes, hop, je vais à la pêche et je ramène. Voilà. Parce que vous et moi, ce que nous cherchons d'habitude, c'est pas des connaissances, je veux dire, objectives, vraies. Ce que nous cherchons, c'est des certitudes. Parce qu'une certitude, j'ai plus besoin d'y penser. C'est pour ça que les gens, ils adorent la vérité, qui n'existe pas, parce qu'il existe des vérités. Donc, cette idée, au sens la vérité supérieure, c'est une façon de s'économiser, parce qu'après, je n'ai plus besoin de réfléchir, tout est réglé. Donc là, chers amis, c'est le fonctionnement en écologie comportementale qui joue contre nous. Ensuite, ça a été dit, le besoin de sens, donner du sens à sa vie. Combien de fois les gens, en fait, quand ils parlent de spiritualité, ce qu'ils veulent, c'est du merveilleux, de l'extraordinaire. La vie n'a pas de sens, le monde n'a pas de sens, mais nous sommes des êtres d'intentionnalité. Donc il faut que les choses aient du sens. Et donc nous passons notre temps, dans beaucoup de cas, même s'il n'y a pas de sens, qu'est-ce qu'on fait? On va absolument chercher du sens pour que les choses soient, dans beaucoup de cas, supportables. Pourquoi la maladie? Ça a été très bien dit. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas un pourquoi, il y a juste un comment. Et si je dis pourquoi, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai... il y a une intentionnalité, un pourquoi, il y a peut-être même un message, il y a peut-être une... Alors imaginez que vous adhérez à ce genre de croyance, de conviction, là, ça va très vite. Si vous voulez du sens, allez à la scientologie. C'est open bar pour le sens. Tous les mouvements sectaires vous donnent du sens à tout. Ils donnent l'explication, pas de tout simplement, mais qui donnent du sens à tout. La maladie, la mort, il y a un tremblement de terre, ils ont l'explication. Voilà. Mais une explication qui n'est pas la tectonique des plaques, mais qui est, au point de vue d'un sens, par exemple, c'est pour punir les pécheurs, ou c'est un signe avant tout. Et ça, le besoin de sens, c'est un des plus puissants leviers pour s'auto-illusionner et s'auto-aveugler. À tel point que parfois, quand il n'y a pas de sens, on veut absolument en créer. Quant à la pensée magique, c'est aussi un des mécanismes de cela. Alors la pensée magique, c'est en fait, c'est pas le terme de pensée magique, il faut l'entendre en guillemets. En fait, c'est pas un mode de pensée différent. Là, je m'oppose à Fraser, je m'oppose à Lévi-Strauss. La pensée magique n'est pas une pensée différente, c'est juste une pensée qui part de croyances, de postulats réalistiques différents. Vous pensez qu'il existe des puissances agissantes, des forces agissantes, non liées à des dimensions matérielles, capables d'influencer à distance. C'est en fait ce qu'on appelle la pensée magique. C'est tout un registre de croyances, quand par exemple, on fait que, voilà, si la foudre tombe pendant des siècles, comment on l'interpréter? Voilà. Les comètes dans le ciel, les trucs dans les éclipses, d'abord,
quand on ne connaît pas, quand on n'a pas la connaissance, on va le supposer comme étant le résultat, comme l'événement anormal du monde, comme étant le résultat d'une intentionnalité, d'une force agissante. Sauf que pour ça, il faut avoir des croyances. Croyances dans des dieux, des déités, des énergies, croyances dans des entités, démoniaques ou positives suivant le cas. C'est pour ça en fait que ce qu'on appelle la pensée magique, c'est en fait le mode premier de pensée que nous avons en nous en tant qu'être humain. Ça renvoie au circuit 1 de Kahneman, si ça vous dit quelque chose aussi, que nous avons dans la toute petite enfance. Parce que le bébé, vous et moi quand on était petits, on ne savait pas ce qui était possible ou pas possible dans l'ordre de la réalité. On te disait, je ne sais pas, les licornes, ça existe, on fait confiance à papa, maman, il dit ça. Voilà. Moi j'ai fait une expérimentation terrible avec ma petite fille, je lui ai dit que je suis chasseur de mammouths. Parce que je lui ai expliqué que je suis prof de philo, c'est un peu compliqué, donc je suis, cet âge où je peux avec elle lui faire croire que je suis chasseur de mammouths. Voilà. Et donc quand elle me voit partir le matin à 5h pour venir ici, elle me dit, je vais chasser le mammouth. Voilà. Donc je lui apprendrai un jour que non, je ne suis pas chasseur de mammouth. Voilà. Et donc comment un enfant, donc vous et moi, à un moment donné, on finit par comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, qu'un objet ne peut pas flotter dans l'air comme ça. Ben ça, c'est parce qu'on apprend petit à petit à intégrer les règles de fonctionnement de la physique, du monde qui nous entoure, mais ce mode d'appel au magique, hein, Max Weber et bien d'autres psychologues dont pas que moi, il est toujours présent. Ce qui fait que quand vous êtes dans une situation où votre rationalité est prise en défaut par un phénomène que vous ne savez pas expliquer, si vous avez des croyances dans ce sens-là, on a connu des fausses églises hantées du côté de Delun, par exemple, dans le temps là, c'était le maire qui déplaçait les statues des saints dans l'église, mais tout le monde, dans un premier temps, avant de se demander s'il n'y a pas un agent humain qui déplace les statues, le premier truc, on a un poltergeist, vous avez des gens qui sont venus chercher le poltergeist, les autres qui ont dit c'est du diable, c'est ceci, cela, avant de se demander, et si c'est pas un humain qui faisait une farce. C'est ça, la pensée magique en nous, et qui peut se réveiller à tout âge de la vie, surtout dans les moments de crise personnelle et psychologique. Ce qui fait que le passage aux pseudosciences, c'est quand ces croyances, ces convictions vont être systématisées pour se présenter comme un cadre quasiment de discipline scientifique. Et en fait, ce qui va se passer, et je m'arrêterai là pour la conclusion, c'est que quand ces croyances, ces arguments pseudo-scientifiques sont érigés comme une pseudo-science, ils deviennent à leur tour producteurs en série d'affirmations pseudo-scientifiques. C'est-à-dire c'est une sorte de puissance au mot carré dans les affirmations pseudo-scientifiques, parce que désormais, ils vont se présenter comme des pseudo-sciences. Alors là, on peut faire une longue liste, que j'ai réduit à la question de pseudo-médecine, l'érythréologie, l'acupuncture, toutes les médecines chinoises traditionnelles sont des pseudo-sciences. On vous dit que ça marche, mais c'est marrant, les Chinois, avec qui ont de l'argent, ils ne vont pas se soigner dans une médecine chinoise traditionnelle. Ah, ben, il y a de très grandes cliniques chinoises spécialisées dans la chirurgie du rein, les maladies du rein, mais formées sur la médecine occidentale, pas sur les acupunctures. C'est pas parce que les Chinois connaissent tout quand même. L'homéopathie, le reiki, la réflexologie, la chiropratie, l'ostéopathie, la naturopathie, l'hypnothérapie, médecine ayurvédique, le gène thérapeutique, le Casanova dont on a parlé, la bioélectronique, c'est la machine quantique que tu nous as montré tout à l'heure, voilà, la biorésonance, l'aromathérapie, crudivorisme, thérapie neurale, médecine quantique, etc., etc., etc. Bienvenue dans un monde de pseudo-médecine. Et du côté des pseudo-thérapies, qui se présentent comme des sciences, mais qui sont des pseudo-sciences, voilà, vous avez une petite liste non exhaustive, il y en a plein d'autres. C'est ce qui m'est venu en premier à l'esprit hier en préparant les slides avant de les envoyer. Donc ça va depuis la thérapie primale, sympathique, voilà, l'analyse transactionnelle, alors le New Age, alors là on est en plein, hein, voilà. Alors l'orgone c'est William Reich, pour ceux qui se souviennent des années 60, voilà. La psychogénéalogie, les constellations familiales, les thérapies qui font appel à des souvenirs reculés. Et en fait, la liste est quasiment infinie. Parce que vous avez des gens qui viennent d'un truc, ils prennent 3 couleurs d'une autre pratique et ils créent leur propre. Je tiens à vous signaler que je n'ai aucun rapport avec Alexander Lowell. Je ne suis pas de ma famille.
Voilà, donc les théories d'Alexander Lowell, c'est un homonyme. Voilà, moi c'est un nom de plume, c'est même pas un nom, je sais pas par ailleurs. Voilà, c'est des trucs sympathiques, admissibles à l'époque, à la limite, quand ils l'ont pensé, mais très vite, oui, des résultats, rien du tout. Mais ça continue sa vie aujourd'hui. Et dans les milieux du New Age, du développement personnel, vous allez en trouver des centaines, et qui seront parfois présentés dans des instituts de formation professionnelle, labellisés par l'État. Voilà, sur les livres, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de Thierry Ripoll, je ne sais plus qui l'a cité tout à l'heure, je l'ai entendu, voilà. Bon, sur la psychologie des croyances, voilà. Par exemple, les articles, alors malheureusement, je ne connais pas de traduction en français, de Linfield, Lynn et Laure, sur la question, par exemple, de tout ce qui est, donc, voilà. Dans le cadre du fonctionnement de la médecine sur les pseudosciences, ils ont fait beaucoup d'études parce qu'ils en ont fait une en 2015, il y en avait d'autres en 2014. Voilà. Après, quand je vais parler là des pseudomédecines, les pseudomédecines ne sont qu'une catégorie de pseudosciences. Il y en a beaucoup d'autres, hein, des pseudosciences qui n'ont aucun rapport avec les pseudomédecines. Vous avez par exemple des pseudosciences du côté de l'histoire. On appelle ça l'archéomanie. On appelle ça, par exemple, l'histosophie. Très développée en Russie, notamment la Russie de Poutine. C'est fabuleux. Voilà, parce que ça leur permet de justifier la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là et on ouvre la partie questions. Quand je disais tout à l'heure, excusez-moi, à une affirmation extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. C'est une citation de Marcello Truzzi, qui est un des grands noms de la zététique aux États-Unis. C'était un pote à Carl Sagan, voilà, et qui, dans un article fondateur, avait, en quelque sorte, employé cet argument pour résumer cela, c'est-à-dire, quand il s'agit de l'extraordinaire, il faut une preuve extraordinaire. Je remercie. On va passer à quelques questions.